Bonjour et bienvenue à tous à notre webinaire sur la nouvelle norme européenne 17 975, sur laquelle nous allons vous présenter toute la maîtrise des risques liés aux énergies et fluides lors des interventions de maintenance pour lesquelles APAV a une grosse expérience. Aujourd'hui, pour m'accompagner et surtout pour illustrer tout cela, Jean-Pierre Avellaneda. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à tout le monde, bonjour Lucille. Jean-Pierre est convenant sur la norme EN 17975, ce qui veut dire qu'il a beaucoup travaillé avec le groupe de travail sur cette norme et donc il la maîtrise parfaitement. Tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions avec le pavé questions qui est en bas à droite de votre écran. Donc n'hésitez pas, nous y répondrons certainement à la fin afin de tout l'exposer et afin de traiter les sujets qui n'auraient pas été vus et que vous auriez soulevés. Alors, je vais commencer. Moi, je vais vous présenter le groupe APAV pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes un groupe international avec une présence dans plus de 60 pays. Donc, vous voyez, on est présent sur tous les continents. Nous avons 17 500 collaborateurs et donc 12 000 ingénieurs et techniciens. APAV, c'est aussi la maîtrise des risques. Donc, on est sur les risques techniques, les risques humains et organisationnels, les risques numériques et les risques environnementaux. Donc, nous traitons vraiment tous les risques que vous pouvez rencontrer au sein de votre entreprise. Et ensuite, nous avons 5 métiers complémentaires, l'inspection, la formation, les essais et mesures, la certification et labellisation et le conseil et l'accompagnement technique. Et en fait, ça, c'est à travers APAV et toutes les entités d'APAV. Nous avons beaucoup d'entités qui nous composent afin de vous aider sur tous les sujets et de pouvoir couvrir à 100% vos risques. Je vais laisser maintenant la main à Jean-Pierre. Merci Lucille qui a fait ça de manière ultra express. Donc, spéciale dédicace pour ceux qui regardent en replay en accéléré. Le webinaire est dense, donc n'accélérez pas trop. Bon, rebonjour. Donc, on va parler donc, de cette nouvelle norme qui adresse un risque majeur pour nous et qu'il est difficile de maîtriser. Et c'est pour ça que cette norme a été acceptée dans les comités de normalisation comme étant un sujet d'intérêt. Et on va déjà parler du risque dont on parle. De quel risque parlons-nous? On parle des risques liés aux énergies et aux fluides. Alors, je ne rajoute pas énergie et fluides dangereux, parce que c'est toutes les énergies, l'électricité, les énergies mécaniques, la chaleur, le froid, etc. Tous les fluides, la vapeur, l'huile, les produits chimiques, y compris ce qui ne paraît pas dangereux. Par exemple, de l'eau potable à 20 degrés et à 2 bars. Quand on ouvre le robinet, ça ne paraît pas très dangereux. Sauf que si on ouvre le robinet et qu'en dessous, on a une armoire électrique, ça devient de suite beaucoup plus problématique. Donc, on parle bien de l'ensemble des énergies fluides et de les conséquences directes ou indirectes de ces énergies fluides. Et on parle d'intervention de maintenance. Alors, il y a d'excellentes normes en maintenance, notamment en France, et il y a des définitions, donc je ne vous la ressors pas, mais globalement, c'est toutes les activités de remise ou de maintien en état d'un équipement, d'une installation, d'un bien. Et donc, ces activités de maintenance, c'est réalisé par plein de services. Le service maintenance, ou le service technique, mais aussi la production, qui fait de la maintenance en production, mais une opération de nettoyage, de débourrage, c'est de la maintenance. Le re-réglage, c'est de la maintenance, au sens formel de la définition. Et ce n'est pas neutre ce que je dis là, parce que on va voir que cette nouvelle norme européenne adresse quelque chose qu'on appelle la zone grise, et qui est justement ces opérations un petit peu entre les deux, entre la production et la maintenance. Il y a bien sûr les entreprises extérieures qui interviennent, et donc ce scope de la norme, c'est bien ces énergies fluides, la maîtrise des risques liés aux énergies fluides lors d'interventions de maintenance, et derrière maintenance, mettez bien tout ça. Donc, le constat est une accidentalité et une surexposition aux accidents lors d'opérations de maintenance, avec la définition que j'ai donnée tout à l'heure. On a toutes les semaines des problèmes, des accidents qui sont à déplorer lors d'opérations de maintenance.
avec, par exemple, sur une charge entraînante sur un tapis, la main, le bras qui se fait embarquer, des chutes lors d'une maintenance préventive récurrente, donc on pourrait bien maîtriser. Et l'Association française des ingénieurs de maintenance a fait une analyse, a dépouillé tous les accidents du travail pendant 1 an, donc ils ne vont pas le faire tout le temps, et ils ont sorti des statistiques qui ont démontré une occurrence d'accidentalité bien supérieure lors d'une opération de maintenance, qui est une cause qui n'est pas analysée en tant que telle dans les statistiques officielles, c'est-à-dire que vous savez si vous avez été blessé au bras, à la tête, voilà, mais vous ne savez pas quelle est l'activité que vous étiez en train de faire à ce moment-là. Et donc cette impression un petit peu, cette intuition qu'on a sur l'accidentalité, et effectivement, elle est confirmée par les statistiques. Je ne sais pas si on a dit qu'on pouvait poser des questions dans le chat. Ouais, c'est l'onglet questions, l'onglet chat. Bah, après, moi, je regarde les deux. Donc, mais okay. Questions, c'est plus simple, comme ça, on a tout sur l'onglet questions. Les conséquences d'une exposition d'un événement indésirable et aux énergies fluides, ce n'est pas qu'un accident du travail. En fait, la plupart du temps, quand on analyse les accidents industriels, mais on s'aperçoit que c'était pendant, après une intervention de maintenance. On a des accidents emblématiques, j'en ai mis 2. Même la Tour Eiffel, en fait, c'est une fin de chantier de maintenance non terminée, mal maîtrisée. Et donc les conséquences, ce n'est pas que des conséquences humaines, c'est des conséquences humaines, bien sûr, mais aussi juridiques, financières, d'image de marque, de perte d'exploitation économique majeure, destruction de valeur sur l'activité et sur les biens. Donc ça vaut le coup quand même de s'intéresser à ce problème-là. Et on va lancer un tout premier sondage sur comment vous évaluez ce risque dans votre structure. Alors, on va continuer. Voilà, on a presque 200 votants, donc effectivement, c'est un risque au moins notable et majeur, et à 20% critique. Peu d'entre vous considèrent que c'est un risque mineur, alors c'est peut-être pour ça que vous êtes assez webinaire, mais globalement, c'est quand même un risque important. Pourquoi on a ces accidents? Alors, Lucille l'a dit en introduction, ça fait plus de 20 ans que la PAF travaille sur ce sujet et ne travaille pas toute seule dans son coin. On a travaillé dessus avec l'INRS, avec l'association de maintenance, avec les industriels, etc. Et donc, on a un bon retour d'expérience sur les facteurs de risque. Et en fait, on a des risques humains, organisationnels, techniques et un contexte réglementaire particulier en France qui explique cette accidentalité. Le contexte réglementaire, d'un point de vue global, l'électricité, c'est quand même une réglementation qui est quand même très bordée en France. Elle couvre beaucoup d'aspects. C'est une déclinaison de la norme européenne 50-110, beaucoup plus exigeante et détaillée que la version européenne. Donc on peut se dire, bon, c'est à peu près bordé, même si c'est quand même très complexe et pas évident de se maintenir en conformité. C'est quand même quelque chose en termes de risque qui est assez maîtrisé. On a aussi des exigences sur des risques spécifiques réglementaires, par exemple l'explosion. L'incendie, alors ça peut être réglementaire ou assurantiel. On en parlera, je pense, l'an prochain dans un webinaire. Et puis, on a la directive machine. Alors, la directive machine, c'est super, ou le règlement machine, à partir de l'an prochain. Ça donne un principe général de sécurité et ça doit garantir qu'on peut utiliser l'équipement et l'installation sans risque.
Donc, on ne devrait pas avoir d'accident. Par contre, il n'y a pas, et c'est bien normal parce que ce n'est pas vraiment possible ou pas facile, il n'y a pas de standard de maintenabilité ou de consignabilité, donc néologisme qu'on va utiliser dans ce webinaire, la capacité à être consigné. Et donc ça, donc du coup, c'est soumis à interprétation très particulièrement sur ce point-là. Et puis on a le code du travail qui a le mérite d'être simple, c'est une obligation de résultat. C'est une obligation d'analyse de risque. Et on a des brochures, par exemple celle de l'INRS qui est très bien faite là-dessus. Et puis on a une appellation habituelle de loto ou lockout, tagout, donc jeu cadenas, étiquette, ou try-out, si on rajoute l'auto-to, pour je vérifie l'absence d'énergie. Et puis on a cette norme européenne qui est parue en juillet cette année. C'est toujours un peu long, mais c'est toujours très intéressant. Beaucoup de pays ont participé, de mémoire 8. Voilà, on a un vote quasiment unanime au niveau européen, c'est notable aussi. Et donc, c'est le contexte réglementaire. Dans les facteurs de risque, on a au-delà de ce contexte-là, qui donc du coup n'impose pas des solutions ou des moyens. On doit travailler sur les facteurs de risque. Et dans le facteur de risque, souvent, on nous parle d'un comportement inadapté. C'est une vraie photo avec quelqu'un qui trouvait que c'était une vraie bonne idée d'aller sous la charge pour vérifier que les élingues étaient bien fixées. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? On a, et je vous conseille je vous renvoie sur nos webinaires sur la culture et le comportement sécurité. Un gros savoir-faire là-dessus, donc je ne vais pas m'y étendre, mais effectivement, les actions de maintenance qui sont là pour redémarrer, pour produire, hein, quand c'est du correctif, ou de faire le préventif le plus vite possible, est au service de la production. Et souvent, il y a une pression que se mettent les gens eux-mêmes au quotidien qui est à équilibrer avec l'enjeu de sécurité. Et donc, on a des mauvaises habitudes, on a des baisses de vigilance, on a de la fatigue, on a une pression sur le temps, on a un management qui n'est pas toujours assez conscient de ce risque-là. On a une culture sécurité qui n'est pas toujours au bon niveau. Ça, c'est un facteur de risque majeur qu'il faut adresser. Et on verra tout à l'heure en retour d'expérience que c'est très important. Deuxième chose à dire sur le facteur humain, quelles sont les populations les plus exposées? En fait, vous avez donc le cycle d'autonomie, on est novice, on devient débutant, on passe confirmé, on devient expert. Donc, plus on monte, plus on est compétent, plus on est à droite, plus on est conscient du risque. Et les deux expositions, les deux populations les plus exposées, c'est les novices, parce qu'ils ne savent pas que c'est dangereux. Et les experts, parce qu'ils ont oublié que c'était dangereux. Ils s'accoutument au risque. Ça, c'est important à avoir en tête également, parce qu'on ne va pas adresser ces deux populations de la même manière. On parlait des facteurs de risque humains, maintenant on parle des facteurs de risque organisationnels. 80% de la sécurité lors d'une intervention de maintenance, notamment sur du dépannage, c'est incertain. C'est lié à la capacité de l'intervenant et de l'intervention à se mettre en sécurité. Et la sécurité, ce n'est pas toujours l'objectif, en tout cas pas celui qu'on a en tête. Celui qu'on a en tête, c'est finir le boulot. Et il y a plein de choses qui ne sont pas claires. Par exemple, qui est garant de la sécurité des mainteneurs et des entreprises extérieures pendant une intervention sur une ligne de prod, sur une installation avec un exploitant? Qui c'est qui a le droit de consigner ou pas les énergies et les fluides des équipements et des installations? C'est quoi les règles? C'est quoi la procédure? Comment est-ce qu'on consigne des trucs qui ne sont pas prévus pour être cadenassés ou être purgés ou être bloqués? Est-ce qu'on trace des choses dans les documents? Comment on gère la collectivité? Et puis, si je n'ai pas fini le job et c'est un changement de poste ou c'est dans le week-end, ça se passe comment? Tout ça, ce n'est pas toujours très cadré. Et tous ces petits flous, tous ces petits trous, toutes ces choses qui ne sont pas claires, quand on travaille en collectif, c'est des grains de sable dans lesquels l'accident arrive. On parlait de la zone grise tout à l'heure, donc effectivement, il y a deux mondes. Le monde de la maintenance, où pour chaque intervention, on se pose des questions, on prépare le travail, on réfléchit à l'outillage, à ce qu'on va faire. Voilà, et des gens qui ont beaucoup de compétences techniques la plupart du temps, et qui, dans une logique de type l'auto, vont faire une analyse de risque. Il y aura un chargé de consignation qui va être responsable de la mise en sécurité sur ces aspects énergie et fluide.
Puis de l'autre côté, on a l'autre monde qui est celui de la production, où en fait les gens ils produisent avec des tâches récurrentes, et on est plutôt dans une logique de DU, donc le mot unique, avec des modes opératoires quand c'est un petit peu pas clair, ou il y a de la vigilance à avoir. Et potentiellement, on va avoir des chargés de condamnation, des gens qui vont s'assurer qu'effectivement on verrouille pour pouvoir intervenir lors d'un réglage, par exemple. Et la zone grise, c'est ce qu'on a évoqué en introduction. C'est tout ce qui est opération de maintenance gérée par quelqu'un d'autre que les services techniques, nettoyage, réglage, rinçage, etc. La production ou de la sous-traitance, de l'intérim. Suite à des démarches de type auto-maintenance, on voit avec la maintenance ivoire ou de démarches de sous-traitance, on voit apparaître ces activités-là. On a également des nouveaux usages de la machine. Une machine, on fait faire des changements de format alors qu'on n'en faisait pas avant, par exemple. On change un process, on modifie une installation. Donc tout ça fait que cette zone grise, elle peut éventuellement ne pas exister au début, et elle va exister, elle va apparaître parce que je vais modifier mes installations, mes équipements. Donc ils ne marchent plus comme avant. Ou je vais modifier mon organisation et qu'est-ce que font les opérateurs de production ou qu'est-ce que je sous-traite par rapport à ce qui était au départ. Et donc, l'analyse de risque du départ avec la conformité du départ n'est plus forcément valable. Elle n'a pas été mise à jour. Et là, ça devient une zone accidentogène. Les facteurs de risque technique, eh bien, des énergies et des fluides, il y en a plein. Il y a ce qui est fourni à l'équipement à l'installation pour qu'il marche. Ce qui reste, même qu'on a coupé, par exemple, ça reste chaud, il y a des capacités sous pression, il y a encore de l'électricité parce qu'il y a un condensateur, il y a des équipements avec des positions hautes qui peuvent tomber, donc c'est de l'énergie mécanique résiduelle. Et puis il y a de l'énergie dans l'environnement de travail. La machine, elle est à côté de une cuve, un tuyau de gaz, que sais-je encore. Donc il y a plein d'énergie à prendre en compte. La plupart du temps, l'électricité est bien prise en compte, mais le reste, pas de manière exhaustive et suffisante. On fait la liste qu'on accompagne nos clients des énergies fluides. Dans la norme, on a fait une liste, il y en a une cinquantaine. La plupart du temps qu'on fait la liste avec les clients, la liste s'allonge. En fait, on ne se rend pas compte de la quantité d'énergie et fluide qu'il ne faut pas oublier. Dans les facteurs de risque technique, il y a la consignabilité. La consignabilité, c'est la capacité à mettre en sécurité le risque énergie fluide. À la conception, on n'a pas toujours calculé ça. Donc, des fois, on n'a qu'une seule vanne et on n'a pas de vanne, ou on n'a pas de vanne. Ou alors, elle est à 4 mètres de haut, ou elle est sous la machine, ou derrière la machine. Donc, pas forcément accessible. On sait pas, il y a 15 vannes, on ne sait pas laquelle c'est. On ne peut pas la cadenasser. On ne la manœuvre jamais, donc le jour où on la fermera, on croise les doigts pour s'assurer que ça marchera. Donc tout ça, en tout cas, n'a pas été prévu avec un niveau de fiabilité suffisant. Ça, c'est à la conception que ça se joue ou à la modification. Et puis, d'un point de vue maintenance, est-ce qu'on a un plan de maintenance sur ces organes de mise en sécurité? Est-ce qu'on a un plan de maintenance pour vérifier que les vannes, elles marchent, on les manœuvre une fois par an? Est-ce que les documents, les plans sont à jour? Est-ce que c'est pas vétuste? Est-ce qu'on les maintient en état? Est-ce qu'on forme les équipes? On les informe sur qu'est-ce qu'il faut utiliser comme organe pour se mettre en sécurité? Bon, globalement, la consignabilité, donc c'est possible et ça marchera quand on en aura besoin. C'est de la maintenabilité et de la maintenance sur ces organes de mise en sécurité. Dans les facteurs de risque technique, on voit aussi une autre confusion, alors massivement présente dans les entreprises, c'est qu'on se met en sécurité, je mets plein de guillemets, en claquant l'arrêt d'urgence, en claquant le coup de poing rouge. Bon, le problème, c'est que pour de vrai, on ne sait pas ce qui fait ce coup de poing rouge. La plupart du temps, il est là pour arrêter la cinématique d'une machine en urgence. Et voilà. Et donc, est-ce que ça purge les énergies? Lesquelles? Comment? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on peut faire sans danger ou pas? La plupart du temps, ce n'est pas simple. Et quand on a cette machine-là qui est asservie avec d'autres, j'ai une ligne de conditionnement avec des tapis en amont, en aval, j'ai des coups de poing partout.
Qu'est-ce qui arrête quoi? Qu'est-ce qui coupe quoi? Est-ce que ça peut redémarrer de l'autre côté de la ligne? Tout ça, c'est pas très clair, pas très documenté, et c'est un vrai gros problème, une vraie mauvaise pratique d'utiliser ces coups de poing en croyant se mettre en sécurité pour une activité de maintenance. Je donne un exemple à côté d'une machine où on coupe tout, mais en fait, il y a un bac à colle, et pour que ça ne fiche pas dans le bac à colle, ce qui mettrait à la poubelle un équipement et serait compliqué à gérer, il reste des résistances en fonctionnement dans le bac à colle et donc de l'électricité dans la machine, alors qu'on a pensé tout couper. Et ça, si on ne le sait pas, on se fait piéger. Dans les facteurs de risque technique, il y a aussi la nature de l'opération que je vais faire qui change l'exposition aux énergies. On a, en remplacement de moteur-frein, une analyse différente à faire selon ce qu'on fait, selon la nature technique. Est-ce que j'ai un vérin encore de la pression? Est-ce que je vais changer la chaîne? Et si c'est une charge entraînante, même si j'ai coupé l'électricité, ça va se remettre en mouvement et je vais me faire embarquer, le fameux exemple d'accident qu'on a mis en introduction. Je vais avoir besoin de concilier l'électricité et ou la mécanique et ou les énergies résiduelles en fonction de ce que je vais faire. Et les profils des intervenants, ils sont des fois très électriciens, donc ils ne pensent pas forcément à toutes les énergies mécaniques et au reste, ou alors très mécano, ils ne pensent pas forcément correctement à la partie électrique. Et dans tous les cas, ce n'est pas simple à gérer. Donc nous, ce qu'on a constaté, c'est que pour adresser ce risque-là, on a besoin d'adresser les 3 piliers, technique, organisationnel et humain. C'est pour ça qu'on l'appelle HOT, humain, organisationnel, technique. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il va falloir travailler sur la procédure loto ou l'auto-auto, c'est-à-dire c'est quoi les règles pour se mettre en sécurité, comment on gère les changements de poste, etc. On va devoir travailler aussi sur les processus de maintenance, parce que si on travaille de manière un peu brouillonne, on ne structure pas, on ne prépare pas les travaux, par exemple. On va directement en zone pour intervenir. Bah, du coup, il n'y a pas de préparation, du coup, il n'y a pas forcément de réflexe d'analyse de risque, et du coup, on va avoir du mal à gérer la sécurité. Dans l'organisation, il y a aussi le fait d'avoir des documents. Les documents, c'est des jalons qui permettent de s'assurer qu'on a fait les choses, et puis c'est auditable, donc d'essayer d'être sûr que les choses se fassent bien, hein, si on fait des documents à temps. Et puis le management de la sécurité, bien sûr, s'il est à renforcer. D'un point de vue technique, on a des cadenas à approvisionner, des étiquettes, il y a des fiches loto, on va revenir sur ce que c'est, des macarons à mettre pour de repérage, on doit travailler la consignabilité, on doit travailler la conformité, parce que souvent elle a dérivé, notamment par rapport à la zone grise, la maintenabilité, la fiabilité, tout ça, c'est des sujets qu'il faut adresser. Puis enfin, d'un point de vue humain, les compétences, est-ce que mes équipes sont capables d'avoir la bonne approche du loto, de faire une analyse des risques, de gérer le sujet dans l'équipe de management, la culture sécurité, les comportements sécurité. Tout ça, c'est des facteurs humains à prendre en compte. Vous avez bien compris, je suis passionné, je pourrais parler 3 jours, mais on fait au plus vite. Alors, cette nouvelle norme par rapport à ce problème-là, donc là, je vous ai exposé le problème. De quoi parle la norme? Alors, la norme, elle capitalise un gros retour d'expérience mondial. On est allé chercher, mes collègues, je les remercie au passage, Nello Comédie, Gérard Requia, etc. Ils ont fait tout ce travail-là, déjà de capitalisation mondiale, pour la norme française qui existait jusqu'à présent, la X60400. Après 5 ans de retour d'expérience sur la norme française, on a pu capitaliser ça et on a fait une mise à jour quelque part au niveau européen sur ces sujets-là. Donc, ça permet de maîtriser les énergies, de garantir qu'on ne peut pas les réactiver et de provoquer un accident, d'avoir une terminologie qui soit plus claire et homogène, d'expliquer les processus de mise en sécurité. C'est très important, je vais en parler. Les limites, des éléments de réponse, il y a des annexes, des guides pour aider, des incontournables en termes d'organisation et de compétences, et puis des modalités, des clés sur les modalités de sécurisation. Donc, dans la norme, elle a un plan habituel. Il y a le scope, enfin le périmètre, les références, les définitions. Le lien entre le loto et puis le processus de maintenance, la gestion des risques, la conception et la modification des équipements, la gestion des urgences, la prod.
Après, il y a l'analyse des risques. Quelle est la méthodologie spécifique sur ce sujet-là pour traiter le problème? C'est quoi les risques majeurs à prendre en compte? Comment et quand on doit mettre à jour cette analyse des risques? Ensuite, les processus de mise en sécurité. Isolation renforcée, isolation simple, neutralisation, mesures spécifiques. Je vais revenir avec une petite définition. Le loto lui-même, cadenassage, tag et puis vérification. Les mesures compensatoires, quand, comment, pourquoi, sous quelles conditions, les étapes de la mise en sécurité, la gestion des grands arrêts avec plein de travaux qui s'emboîtent les uns dans les autres en mode virus. C'est ce qu'on appelle parent-enfant, mère-fille. Et puis ensuite, les préconisations organisationnelles, prérequis, règles de qualité, gestion des compétences, gestion du loto, gestion des étiquettes et des cadenas, etc. Fiche loto, gestion de la modification et de la conception des équipements. Et puis des annexes sur ces 20 thématiques organisationnelles, sur les critères à prendre en compte quand on analyse la maintenance, sur une liste des énergies et fluides à prendre en compte, etc. etc. Et puis des guidelines aussi sur la mise en sécurité. Là, je vous ai mis des éléments qu'il y a dans la norme sur la zone grise, sur les étapes de mise en sécurité. On a une problématique d'analyse des risques spécifique en loto, c'est qu'on est multi-énergie. En électricité, il n'y a qu'une énergie. Quand on a plusieurs énergies, on doit se poser la question de qu'est-ce qu'on fait. La réponse basique, ça serait de dire je me sécurise de toutes les énergies, au maximum. C'est très bien, mais c'est rarement possible, rarement facile, souvent coûteux en temps et en énergie, et pas toujours nécessaire. Donc, dans la norme, il y a l'analyse des risques, qui est vraiment le cœur du réacteur, qui va regarder en fonction de la nature et du périmètre de l'intervention. La nature et le périmètre de l'intervention, c'est qu'est-ce que je vais faire et où. Je vais changer les paliers de ma ligne de conditionnement. OK. Et donc, c'est sur cette partie de la ligne, je vais faire telle opération, donc je vais avoir un démontage. Donc, à la préparation, on réfléchit à tout ce qu'on va faire. Donc, soit c'est du préventif, soit c'est du correctif avec préparation, soit c'est suite à un diagnostic que je vais déterminer ce que je dois faire. Et là, ça va me permettre de me dire, OK, je vais mettre les mains à côté de pièces sous tension. Il va falloir que, d'un point de vue électrique, je sois en isolation renforcée, c'est-à-dire que j'ai complètement consigné, j'ai enlevé l'énergie électrique, je n'ai aucun risque et j'ai vérifié qu'il n'y en avait plus. Je vais également mettre les mains dans des pièces mécaniques qui pourraient m'écraser les bras. Je vais aussi avoir besoin d'isolation renforcée d'un point de vue mécanique. Donc, je vais mettre un étai pour être sûr que si jamais ça lâche, ça ne m'écrase pas. Par contre, l'air comprimé, j'y touche pas. Donc, à la limite, je vais juste neutraliser, c'est-à-dire que je vais couper la commande d'air comprimé pour pas que ça m'embête, mais j'ai rien d'autre à faire. Donc, en fait, énergie par énergie, on va se poser la question en fonction de l'intervention qu'on fait, sur qu'est-ce qu'on en fait pour éviter d'arrêter l'usine pour changer un capteur, ou graisser une machine. Et ça, c'est nécessaire parce que ça permet d'avoir quelque part des solutions adaptées au bon niveau et de permettre à la maintenance de bosser, ou de permettre à la maintenance d'être faite, et de ne pas renvoyer le problème au mainteneur en disant tu dois t'occuper de la sécurité, donc à la limite tu mets tout en sécurité, mais par contre il faut que ça mette 2 heures. Sauf que pour tout mettre en sécurité, il en faut 5 par exemple. Il faut que ça refroidisse par exemple. Donc là, au moins on a quelque chose qui est opérationnel. Vous allez voir, donc l'isolation renforcée, donc je n'ai plus le danger, j'ai dévié, purgé, éliminé l'énergie, le fluide dangereux. L'isolation simple, je l'ai bloqué. La neutralisation, j'ai juste arrêté le fonctionnement de la machine. Donc, vous avez la caisse à outils barrée, ça veut dire que vous n'êtes pas censé faire une intervention de maintenance sous ce régime-là. Ça va pouvoir servir à regarder, par exemple, quelque chose, mais pas à mettre les mains dedans. Et puis, l'intervention en présence d'énergie. Comment c'est possible de dire ça? C'est possible parce qu'en fait, c'est nécessaire. Parce que quand vous avez une maintenance à faire, corrective typiquement, vous devez savoir diagnostiquer, pour diagnostiquer, savoir ce qui dysfonctionne. Et pour savoir ce qui dysfonctionne, il faut le faire fonctionner. Pour qu'il dysfonctionne et qu'on voit qu'est-ce qui ne va pas. Donc, ça veut dire qu'on doit pouvoir prévoir le cas où je vais regarder pour diagnostiquer et le cas où je vais faire des essais pour voir si ça remarche bien. Donc, pour faire ça, il faut bien que j'ai des énergies. Donc là, on dit, comment est-ce qu'on s'y prend pour faire ça en sécurité?
Bien évidemment, on ne met pas les mains dedans, etc. On fait tout ce qu'il faut pour que ce soit en sécurité. On interdit des interventions de maintenance. Tout ça, c'est bien clair. Par contre, on donne les règles du jeu pour faire ça en sécurité et pas de manière improvisée. Derrière ces opérations, ces processus de mise en sécurité, vous avez des mesures compensatoires. Les mesures compensatoires, c'est qu'on considère que le niveau de sécurité atteint n'est peut-être pas suffisamment haut par rapport à ce qu'on aimerait avoir. Et je fais un blocage, mais si jamais ça lâche, ça peut me perturber, ça peut me faire chuter, etc. Je vais mettre un déflecteur en plus. Ça, c'est une mesure compensatoire. Ou je vais avoir quelqu'un qui surveille, ou je vais avoir, voilà, j'ai un EPI particulier. Derrière les processus d'isolation et de neutralisation qui obtiennent un niveau de sécurité, il faut que je garantisse que ces niveaux de sécurité soient maintenus. Ça, c'est le processus de cadenassage. Le processus de cadenassage, il va s'assurer qu'on ne va pas redégrader la sécurité parce qu'on aura verrouillé les choses. Donc, le processus de cadenassage est bien évidemment documenté dans la norme. Donc ça, c'est un exemple. On a des annexes aussi qui permettent, en fonction des dispositifs techniques, d'avoir un niveau de sécurité et de confiance plus ou moins élevé sur les systèmes de réseau de fluides, qui est le sujet qui est le plus touchy, si je peux me permettre l'expression. Avec des guidelines sur comment on s'y prend, des processus de choix de processus de mise en sécurité. Et enfin, il y a pas mal de normes et de réglementations qui sont citées dans la norme, mais s'il y en a quelques-unes que je peux vous lister, la 17007, c'est les processus de maintenance. La maintenance, c'est un des rares métiers qui a été documenté en termes de processus génériques. Il y a une norme maintenabilité qui est utile aussi, dans laquelle la consignabilité est intégrée. Et puis, vous avez des normes HSE, sécurité, ELEC, bien sûr, le règlement de machine, la directive pression. C'est des incontournables que je ne pouvais pas ne pas citer. On a vu des facteurs de risque techniques, humains, organisationnels. Donc là, on va vous lancer un questionnaire sur le degré de maîtrise que vous estimez aujourd'hui sur ces 3 facteurs-là. Donc vous avez 3 sondages auxquels répondre. Merci de vos réponses. Ça va apparaître dans quelques secondes. On va attendre d'avoir... Ah oui, que la plateforme elle marche. Bon, déjà, elle ne me déconnecte pas toutes les secondes. Elle a arrêté de me virer, donc c'est pas mal. Alors, voilà. Ok, c'est bon. Donc, le premier sondage, facteurs de risque humain, compétences, management et comportement. Donc, toujours pareil, c'est des facteurs maîtrisés, facteurs partiellement maîtrisés ou facteurs insuffisamment maîtrisés. Alors, on va... Et je peux lancer... Tu peux en lancer plusieurs à la fois? Ouais, en fait super. Ok. Est-ce que ça va arrêter celui d'avant? Non, je pense que ça va laisser... Non, mais on peut y aller. Il y a déjà plus de 180 votes sur le premier. Ensuite, le deuxième, ce sont les facteurs de risque organisationnel, rôle et mission, procédure sécurité, mode up, etc. Donc, sur les facteurs de risque humain, vous avez 2/3 des participants qui considèrent que c'est insuffisamment maîtrisé ou partiellement maîtrisé. Enfin, non, il y en a 85% plutôt. Donc, il n'y en a que 15% qui considèrent que c'est OK. 20% où c'est vraiment un facteur de progrès. Et le dernier, facteur de risque technique, outillage, cadenas, fiche loto, consignabilité, conformité, etc. Donc, toujours maîtrisé, partiellement maîtrisé ou insuffisamment maîtrisé. Donc, d'un point de vue organisationnel, là aussi, on est à 10%, 10-15% de maîtrisé et les 2/3 partiellement maîtrisés. Et sur les risques techniques, donc avoir les bons outillages pour les moyens de blocage, les cadenas qui vont bien, les fiches loto, la conformité des machines. On a là aussi 60% à peu près. On a à peu près les mêmes proportions, un petit peu plus de maîtrise quand même sur les facteurs techniques. Merci pour ça.
Alors, dans les retours d'expérience concrets, on ne voulait pas ne pas vous dire concrètement comment est-ce qu'on fait, parce qu'une norme, ça donne un cadre, ça donne plein d'orientations, mais des fois, on est un peu comme une poule avec un couteau, on ne sait pas trop comment s'y prendre pour de vrai. Nous, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille sur le sujet avec nos clients, donc forcément, on a un avis sur la question. Le premier avis, c'est que le facteur de risque majeur, c'est le facteur humain. Parce que vous pouvez faire tout bien, vous pouvez avoir une belle procédure, des beaux documents, une belle organisation, des audits super, des moyens techniques pour bloquer, etc. Mais si l'intervenant, il n'applique pas la procédure, il ne met pas le cadenas, ça ne marchera pas. Et en même temps, vous pouvez avoir tout pensé, espérer penser à tout, et vous avez un trou dans la raquette, il y a eu un raté. Et l'intervenant, c'est le même qui peut se dire, attends, avant de mettre les mains, là, moi, ça ne me paraît pas clair, je ne suis pas sûr de moi. Je ne suis pas sûr d'être en sécurité, donc je vais réfléchir avant d'agir. Donc, le facteur humain, c'est vraiment majeur. Il faut le travailler absolument. Culture et comportement sécurité, c'est fondamental sur ce sujet comme sur d'autres. Autre retour d'expérience, il faut travailler un peu sur tous les facteurs de risque. Donc, compétences, comportement. Donc, il y a culture et comportement, il y a la compétence des équipes, la compétence à faire l'analyse des risques, à se mettre en sécurité l'auto, les processus, les méthodes pour les risques organisationnels, l'identification des organes de mise en sécurité, des risques et des modes opératoires pour les risques techniques, et puis la conformité et les normes qui sont des guidelines de conception ou des normes harmonisées, qui sont une bonne manière de répondre au contexte réglementaire et de sécuriser l'ensemble. Donc, ça veut dire que sur nos 3 piliers hôtes, on doit potentiellement travailler sur plein de choses, mais en fait, il ne faut pas tout faire en même temps. Il faut travailler par priorité. Il faut mettre en place ce qui est le plus rapide et le plus efficace et le plus nécessaire. La plupart du temps, on travaille sur l'organisation en premier, parce que l'organisation, en 6-9 mois, on peut déterminer quelle est la nouvelle organisation et la mettre plus ou moins en place, surtout si on embraye sur une formation des équipes, où on va les former au loto et à la nouvelle organisation. Ça permet d'embrayer assez vite. Le volet technique, il est très intéressant et il est très sécurisant. Par contre, c'est plus lourd, c'est plus massif. Voilà, on est régulièrement appelé pour déployer des analyses techniques de consignabilité sur des parcs de machines, parce que nos clients ne sont pas staffés pour faire ça sur 100, 200, 300, 500 machines, quoi. Donc et puis il y a un savoir-faire, on fait le lien en plus avec la conformité, on en profite pour mettre en conformité en même temps. On parlait des fiches loto. La fiche loto, c'est la carte des risques énergie et fluide de la machine. Donc, en fait, j'ai ma machine avec un schéma et puis j'ai des énergies en présence avec des organes de sécurisation. C'est lesquels, on les tourne à droite, on les tourne à gauche, c'est quoi la bonne vanne pour la vapeur et la purge, elle est où, et est-ce qu'il faut que j'attende X temps, et le texte rouge en bas, c'est les énergies résiduelles, hein, donc attention aux énergies de capacité, il faut que j'attende que ça refroidisse, tout ça, c'est dans une fiche loto, c'est vraiment très intéressant pour être capable de savoir où on met les pieds, notamment sur un intervenant d'intense qui ne connaît pas la machine. C'est fondamental. Donc, c'est une donnée d'entrée qui fiabilise et sécurise l'analyse des risques. C'est très intéressant. On peut associer à ces fiches loto du management visuel loto. Donc, la FIM, avec une démarche Securafim, a fait ça. Donc, c'est des macarons qui permettent de repérer la vanne numéro 3, qui est la fameuse vanne vapeur, et pour laquelle il faut tourner à droite et ne pas se tromper de vanne. Donc, c'est très complémentaire et c'est très intéressant. Donc, on va avoir la fiche loto qui fiabilise l'analyse des risques, le management visuel qui permet d'accélérer et de sécuriser les opérations et les manœuvres, qui permet aussi de gérer facilement les cadenas, savoir où est-ce qu'on a posé des cadenas, etc. Et puis des modes opératoires plus ou moins complexes, des fiches je me protège, voilà, sur en gros les IHT essentiels, ou des instructions plus détaillées comme des modes opératoires, avec déjà mon process, des postes de cadenas, de la vérification, des étapes intermédiaires, qui est la version durcie quand les risques énergie fluide sont importants. Pour savoir comment analyser les risques, on a des formations pour choisir les bons processus de mise en sécurité, et on a bien sûr de la compétence sur les risques liés aux énergies, la compétence sur le fait de dire attention, tel
telle technologie de vanne est plus fiable que telle autre, donc on peut considérer si les renforcer ou pas. Voilà, si vous avez une papillon, c'est quand même moins fiable qu'une vanne sphérique. Donc, ça, c'est des rappels et des compétences qui sont intéressantes de remettre à niveau. Et l'analyse de risque multi-énergie et fluide, c'est vraiment le cœur pour les intervenants qui font des analyses de risque. Et après, on a des formations, bien sûr, pour les managers, pour les HSE, pour ceux qui font les bureaux d'études, etc. Et j'en passe. On articule la sécurité des processus de maintenance. Donc, par exemple, on va mettre une checklist pense-bête dans les demandes d'intervention urgente, mais on a des processus dans lesquels il faut s'articuler. Le dépannage, le préventif, les chantiers, les travaux neufs. Mais on a aussi des choses à dire sur l'exploitation, les modes opératoires standards, comment est-ce qu'on les met en place. On vérifie que les gens ont la compétence, on vérifie qu'ils sont bien appliqués, on fait des rappels. Comment est-ce que je gère la compétence des équipes, des intérimaires, comment on gère les entreprises extérieures, comment est-ce qu'on combine les équipes performance industrielle, comment est-ce qu'ils intègrent dans la sécurité, on verra qu'il y a de la synergie entre les deux. Tout ça, c'est intéressant. Quand on parle de l'articulation des processus de maintenance et du loto, typiquement, sur un processus qu'on a en haut en vert de demande d'intervention, diagnostic, intervention, compte rendu, on va avoir un jeu de passage de main entre la prod, la maintenance, et il y a de la communication à mettre en place entre les deux, la coopération. Et dans cette communication, cette coopération, il y a la sécurité pour la mise à disposition de la machine, la sécurisation des énergies et des fluides, et on a les couleurs des cadenas ne sont pas innocentes, elles sont dans la norme. Celui qui fait l'analyse de risque et qui détermine ce qu'il faut faire, bien sûr pas tout seul, avec la prod, avec les entreprises extérieures, éventuellement, etc., et qui va sécuriser la mise en sécurité de l'installation. Chaque organe qui a été manœuvré pour purger les énergies, faire l'isolation renforcée ou simple, il va être cadenassé et les clés vont dans une boîte à clés qui est sécurisée par ce fameux cadenas vert. Et les intervenants, quand ils viennent, ils mettent leur cadenas. Comme ça, personne ne peut remettre des énergies tant qu'ils sont là. Donc ça s'articule dans le processus de maintenance. Donc voilà, si on travaille sans DI, sans rien, sans filet, c'est plus compliqué de structurer, de jalonner les choses. Donc il faut trouver des moyens un peu plus directs, plus simples. Autre chose qu'il faut faire absolument, c'est gérer la zone grise. Donc sur cette gestion de la zone grise, il faut identifier les choses. Donc ce schéma est un peu compliqué, mais globalement, il est dans l'esprit assez simple. Sur les équipements critiques, ça c'est l'étape 0, on va, machine par machine, faire une analyse des risques qu'on pose au travail. Qu'est-ce que je fais avec ma machine, dans ma machine, autour de ma machine? Et cette liste d'opérations, il faut que je m'assure qu'elle est sécurisée. Donc, l'analyse des risques machine va vérifier si le niveau de conformité de la machine, telle qu'elle est aujourd'hui, avec l'usage qu'on a aujourd'hui, les cases bleues, est OK. Et ça va donner des prescriptions pour se remettre en conformité ou des prescriptions sur des modes opératoires à faire. Pour se mettre en sécurité. Et donc, ces recommandations-là, elles analysent la consignabilité de la machine. Donc, on a un rapport de consignabilité avec des priorités d'action. Donc, ça, c'est une analyse technique qui va permettre de savoir comment se sécuriser techniquement sur cette machine ou quel est le niveau de sécurité qu'on obtient avec la machine. Qu'est-ce qu'il faut rajouter pour travailler en sécurité? Je veux dire comme ça, en attendant que ça soit parfait, ce qui n'arrive jamais. La neutralisation des énergies, on a vu que les coups de poing, il y en a plein. Faire le tri sur qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils coupent, etc., c'est important, ça fait partie de l'analyse technique qu'on fait machine par machine, mais souvent dans les installations, il faut faire un recensement plus important. On avait parlé des cadenas tout à l'heure dans le processus de maintenance. Donc, chaque organe est à sécuriser avec un cadenas rouge. Le responsable de la sécurité collective, il cadenasse, c'est un cadenas vert, et chaque intervenant intervient, et c'est un cadenas jaune. On changera les couleurs de ça. Mais voilà, avec la règle loto classique, un cadenas, une vie. On a dit que le facteur humain, c'était fondamental. On va changer les pratiques pour que les gens travaillent mieux et plus en sécurité demain. Donc, la communication, les relais managériaux, la gestion du changement, l'accompagnement au changement, c'est fondamental. On se met en mode projet, on travaille la dimension humaine pour que ça marche. Cet accompagnement au changement, il doit travailler le premier obstacle
culture sécurité s'il y a besoin, qui est ce fameux dilemme. Et la différence entre le prescrit et réel, nous, on préconise toujours de faire un diagnostic et d'aller voir les interventions. On a systématiquement des surprises parce que ce qui se passe sur le terrain, le réel, est significativement différent du prescrit, c'est-à-dire comment on a dit qu'il fallait travailler au niveau de la direction et du management. Et c'est mieux de le savoir. Donc, on a des étapes de mise en sécurité qui travaillent le volet organisationnel, humain, technique, où on se met dans le contexte, démarche personnalisée, on diagnostique comment vous travaillez, où est-ce que vous en êtes sur le sujet. On travaille sur la procédure générale la plupart du temps parce que c'est le plus simple, l'organisation. On forme les gens au loto et à cette procédure. On embraye sur les actions techniques et après on continue le déploiement des formations et on met en routine sur l'audit et le management. Ça nous donne des projets de ce type-là que vous regarderez dans le replay en détail. Ça, c'est également important. Le diagnostic, on s'en sert aussi comme un outil de gestion du changement, c'est-à-dire que le fait d'aller voir sur le terrain réveille les consciences de la ligne managériale, du comité de pilotage, mais aussi des équipes de maintenance et des gens qu'on diagnostique, parce qu'on leur fait comprendre qu'ils travaillent de manière non sécure pendant le diagnostic, et ça favorise le fait qu'en sortant, on met en œuvre des actions de sécurisation. Ces diagnostics qui nous permettent d'avoir une photo sur une dizaine d'axes loto, donc c'est en bas à gauche, la liste des axes ou les axes du radar, et ça nous permet aussi, dans le cas de multisite, de voir où en est chaque site et de faire avancer chacun sur une maturité qu'on peut découper en niveaux sur une roadmap. Donc, en conclusion, la démarche doit être humaine, organisationnelle et technique, adaptée au contexte. C'est intéressant de faire un diagnostic pour savoir qu'est-ce qu'on fait en priorité et amorcer le changement. On met un mode projet qui implique tout le monde, et ce n'est pas un projet du service maintenance, on a vu que ça dépassait largement ça. C'était d'ailleurs d'abord un projet de production et d'entreprise. Il faut se projeter en moyen terme, parce qu'en se projetant en moyen terme, on arrive à gagner en sécurité et en performance, parce qu'on va avoir des fiches auto, des modes opératoires, des tableaux, de la consignabilité, donc on va travailler plus vite pour se mettre en sécurité, on va être mieux en sécurité, on va faire du temps d'intervention en moins, on va avoir tendance à faire des modifications qui vont fiabiliser ou améliorer la maintenabilité des installations. Donc tout ça, ça fait de la performance industrielle. On l'a mesuré, je n'ai pas le temps de détailler ici, mais on peut gagner du TRS et de l'argent en faisant de la sécurité. On l'a fait. Et la clé, c'est la dimension humaine. Donc effectivement, dernière question, avant-dernière question, pardon, dernière question sur le contenu. Comment est-ce que vous estimez le degré de maîtrise de ces risques aujourd'hui? Donc, risque non maîtrisé, des accidents sont à déplorer, risque insuffisamment maîtrisé, risque partiellement maîtrisé, risque maîtrisé où nous n'avons pas de visibilité sur le degré de maîtrise réelle. C'est majoritairement risque partiellement maîtrisé. Je vais laisser quelques minutes pour avoir à peu près 200 votes comme la dernière fois. Ça, parce que ça se stabilise. Mais effectivement, on est à plus de la moitié de... Bon, on est toujours à 15% maîtrisé et 50% partiellement maîtrisé à peu près. Merci pour ces votes rapides. Il nous reste magiquement quelques minutes pour les questions-réponses. Je suis allé vraiment très vite, j'en suis désolé. En plus, on a eu un problème technique, bien sûr. C'est dur à ce moment-là que ça se passe. Donc, on va revenir. Il y a plusieurs questions. Alors, il y a une question qui a été posée dans le chat, je te le dis, qui n'est pas dans l'onglet questions. Alors, oui, je te laisse la lire. Alors, je fais la question du chat. Avant qu'on n'oublie pas. Sur cette présentation, vous nous parlez des maintenanciers. Mais qu'en est-il de la mise en sécurité du personnel de production? Eh bien, c'est justement, je parlais de la zone grise. C'était les équipes qui ne sont pas les équipes maintenance et qui font des opérations de type maintenance, réglage, nettoyage, débourrage, etc. Donc oui, c'est adressé, et c'est d'ailleurs une des grosses modifications de la norme européenne par rapport à la norme française, c'est qu'on adresse cette dimension-là. Donc oui, dans le mot maintenance, c'était en intro, vous n'étiez peut-être pas là ou c'était pendant une panne, mais dans la définition de la maintenance, c'est maintien ou remise en état. Et il y a des gens de production qui font ça.
vous avez un bourrage carton, vous débloquez les cartons pour que ça redémarre, ça s'appelle une maintenance corrective de niveau 0, voire de niveau 1 si vous démontez un truc pour le faire. Vous faites du graissage, du nettoyage, c'est de la maintenance. Donc oui, c'est dedans. Alors, autre question. Je vais les reprendre par ordre d'arrivée. Le chargé de consignation trouve sa définition dans les habilitations électriques et cela reste une zone grise pour la consignation des autres fluides ou énergies? Non. Alors, dans la norme européenne, vous avez 2 niveaux de mémoire. Vous avez la personne compétente ou la personne non compétente en électricité. En France, on a découpé le sujet beaucoup plus finement. Dans la norme européenne, l'auto, on n'a pas découpé aussi fin. Il y a une définition du chargé de consignation, du chargé de condamnation, etc., du chargé de travaux, du chargé d'essai dans la norme. On préconise, alors pas forcément une habilitation, ça ne sera pas une habilitation réglementaire, mais on préconise une habilitation interne pour dire qui a le droit de faire ça. Et pour les zones grises, oui, est-ce que c'est une zone grise pour la consignation des flux d'énergie? Oui, c'était dans le contexte réglementaire que j'évoquais ça. C'est très clair pour les LEC, voire un peu trop compliqué. Mais sur les zones d'énergie fluide, ça n'existe pas, ou quasiment pas. En ATEX, vous avez une habilitation qui est gérée par l'ENR sur la maintenance d'équipements ATEX, etc. Mais c'est vraiment des exceptions, quoi. Donc, non, pour les autres énergies fluides, globalement, il n'y a rien. Nous, on dit qu'il faudrait qu'il y ait au moins quelque chose. J'ai droit, j'ai pas droit parce que j'ai été formé, on a vérifié que j'étais compétent, je le fais bien. Voilà. La base. Alors, il y a des vannes de sécurité de type PLC, PL, D et PLE pour pouvoir couper les énergies pneumatiques. Et une norme 13 850 qui demande que la coupure d'énergie électrique doit être au minimum un SIL 1 et en électropneumatique un PLC. Oui. Alors, la problématique, c'est que ça soit sur l'électropneumatique ou sur d'autres sujets, le niveau de SIL ou PL, c'est le niveau globalement de fiabilité de l'organe. Alors, SIL 1, c'est pas super. Hein. Mais ça... effectivement, le niveau de SIL va garantir que ça va marcher quand je vais m'en servir. La norme, elle est l'étape d'avant, c'est-à-dire, est-ce que je sais ce qu'il faut, de quoi je dois me protéger? Est-ce que je pense à me protéger de l'énergie pneumatique, tout simplement? Est-ce que je purge le circuit? On est carrément l'étape avant. Quand on est sur les normes harmonisées, sur la directive machine, parce que là, on parle de ça, la conception de la machine doit garantir que l'exploitation est sûre et face à un risque normal d'utilisation ou d'un risque raisonnablement prévisible. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que la machine, quand je l'ai prise, elle était conforme. Bon, pour de vrai, à peu près 100% des cas qu'on contrôle des machines en sortie de fabricant, elles ne sont pas conformes. Mais supposons qu'elles sont conformes, quand je la mets chez moi et je l'intègre et que je la branche et que je l'interconnecte, je fais des asservissements et déjà, je l'ai modifié. Il faudrait que je refasse un contrôle de conformité pour m'assurer qu'au bout du tapis, le coup de poing, je n'avais pas mis un coup de poing qui pouvait redémarrer la ligne, la machine que j'ai connectée dessus. Parce que si j'ai fait ça, c'est plus la même chose. Et puis, entre le convoyeur et ma machine, j'ai une zone de risque qu'il faudrait que je gère et qui n'est pas dans la liste de risque de la machine, parce que la machine était toute seule. Donc, quand je fais de l'intégration, il faudrait que je mette à jour. En plus, dans le temps, j'ai modifié ma machine. Donc, c'est encore moins à jour. Et comme je l'évoquais, en parallèle de ces modifications techniques, j'ai des modifications organisationnelles du travail qui font que le risque raisonnablement prévisible de l'analyse de départ ne comprenait pas le fait que les opérateurs changent la courroie, mais je leur demande de faire de la maintenance niveau 1 ou niveau 2, et je leur demande de changer les courroies. Et donc, du coup, ce n'est pas la directive machine qui va me sécuriser, parce qu'elle n'avait pas prévu que les gars, ils ouvrent le capot. Donc, il faut remettre au carré tout ça. Donc oui, on peut s'appuyer sur les normes harmonisées, c'est exactement ce qu'il faut faire, mais avec des données d'entrée qui ne soient pas biaisées, c'est-à-dire la machine telle qu'elle est aujourd'hui et l'usage qu'on en fait aujourd'hui. Alors, de nouvelles technologies intègrent des sectionneurs de proximité, exemple Kirkcalé, programmés dans des automates de sécurité, PLC. Lorsqu'ils commandent des électrovannes, ils peuvent aller jusqu'à la purge. Peut-on les utiliser pour la consignation des machines? On peut faire ce qu'on veut. Nous, ce qu'on recommande, c'est très bien, mais il faut s'assurer que l'énergie ne peut pas revenir. Donc, nous, ce qu'on recommande la plupart du temps, c'est de déconnecter l'air comprimé de la vanne et en plus de mettre une bride avec un cadenas dessus pour s'assurer que personne ne rebranche. Parce que quand c'est de la commande, il faudrait aller dans les niveaux de sûreté de fonctionnement des automates, pour de vrai, ce qui est quasiment jamais fait.
Et quand on le fait, on commence à regarder, on a de plus en plus de très mauvaises surprises sur le niveau de sûreté réel des automates de sécurité entre ce qui est déclaré par le fabricant et la vérité vraie du niveau de sûreté de l'automate. Donc, on n'était pas très confiant et on est encore moins qu'avant. Alors, l'acronyme LOTO et ce que contient une fiche LOTO. LOTO, c'est Lock Out, Tag Out. C'est-à-dire, je mets le cadenas, je mets une étiquette. Et l'autoto, c'est Lock Out, Tag Out, Try Out. C'est-à-dire que je mets un cadenas, je mets une étiquette et je vérifie qu'il n'y a plus d'énergie. Donc, c'est vraiment une abréviation sur un référentiel US. Donc, si je prends ça, je ne fais pas grand-chose. La fiche LOTO, c'est la carte des énergies fluides et la carte des organes et des dispositifs de mise en sécurité par rapport à ces énergies fluides. J'ai de la vapeur, j'ai une vanne, j'ai une purge, voilà, ça cartographie ça. Ça cartographie aussi les énergies résiduelles, c'est-à-dire que quand j'ai ma vapeur, je l'ai purgée, j'ai fermé l'alimentation. Déjà, je fais qu'une isolation simple et pas renforcée, donc c'est pas terrible. Et en plus, j'ai une capacité qui est encore sous pression après avoir purgé. Voilà, ça documente ça, une fiche LOTO. Et aussi la manœuvre, la vanne elle tourne à droite, enfin entre autres. Peut-on se reposer sur le chargé de consignation où chaque technicien doit-il impérativement avoir son ou ses cadenas? Même question pour le chargé de condamnation et les ouvriers. Un cadenas, une vie. Ok. Est-il prévu que cette norme fasse partie des normes harmonisées du futur règlement machine? Pas que je sache. Et d'ailleurs, elle serait un peu impropre en termes de périmètre parce qu'elle est humaine, organisationnelle et technique. En tant que norme harmonisée, il faudrait que ça soit un guideline pour la sécurité. Ça pourrait s'envisager. On y pense un petit peu en commission maintenance. Toujours difficile d'avoir du fabricant une notice de maintenance précisant les instructions de consignation à minima pour intervention de maintenance préventive sur nouvelle machine. Même en s'appuyant sur la directive machine, cela reste un combat. Cette norme sera-t-elle obligatoire? Alors, je comprends votre problème. C'est un combat. Déjà, avoir des documents à jour, des documents tout court, c'est vraiment un problème. La norme ne sera pas obligatoire. Premier point. Elle ne l'est pas, en tout cas aujourd'hui. Je voudrais faire un rappel. Vous, en tant qu'exploitant donneur d'ordre, vous êtes responsable de la sécurité. Si votre fabricant ne vous a pas donné les infos, vous devez y pallier. Vous devez pallier, c'est-à-dire que vous devez vous documenter. Il y a une question qu'on a sautée parce qu'elle est apparue en même temps. Pouvez-vous préciser l'approche de la formation proposée pour des HSE qui ne sont pas spécialisés de maintenance mais qui doivent amener pour ce service la démarche d'évaluation des risques et de management de la sécurité? Bonne question, Frédéric. Alors, évidemment, on ne va pas leur demander forcément de faire l'analyse des risques techniques jusqu'au bout du bout. Par contre, ils sont garants et en support et en accompagnement, c'est-à-dire que la formation, elle va être sur la méthode d'analyse des risques, sur comment est-ce que vous voulez fonctionner chez vous. Donc, on va rentrer moins dans la technique, mais il faut que tous les tenants et les aboutissants de l'analyse de risque soient bien compris pour que vous puissiez aider les techniciens à appliquer la méthode de manière propre et appliquer les processus de manière propre pour mettre tout le monde en sécurité. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est qu'on va travailler avec les HSE sur comment est-ce qu'ils vont piloter ça. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir, par exemple, que dans nos arbres des causes, la cause défaut de maîtrise LOTO soit identifiée en tant que telle pour pouvoir le piloter. Il va falloir qu'on ait un audit du LOTO en tant que tel. Il va falloir que dans la grille d'audit de sécurité, on y pense. Il va falloir qu'on pense dans les visites comportementales de sécurité, de regarder cet aspect-là, etc., etc. Donc, on va apporter ces éléments-là et on va travailler, c'est souvent de la formation-action sur la deuxième jour, travailler avec vous dans votre organisation, comment mettre sous contrôle ce risque-là en tant qu'HSE. Alors, on a des questions côté chat. Je ne sais pas si tu veux continuer ou est-ce qu'on répond après aux personnes, on leur envoie par mail les réponses. Je peux continuer que 5 minutes. Hein. Ok, alors... J'ai une dernière question dans les questions. La fiche LOTO a-t-elle vocation à remplacer la consultation des schémas LEC et PID? Non, c'est complémentaire. On recommande sur les schémas et les PID d'avoir des repérages, des organes de mise en sécurité et de reprendre ces références dans la fiche LOTO. La fiche LOTO est multi-énergie. Le LEC, c'est que LEC. PID, c'est normalement tout ce qui est instrumentation et flux. Mais par exemple, il n'y a pas l'énergie mécanique dedans. Hein, donc, il y a des énergies qui manquent. Voilà. Donc, tout ça, c'est un ensemble. Quelles sont les principales évolutions entre la NFX 6400 et la EN 17975? Alors, la NF 6400, c'est ça? Ouais. Alors, oui, les principales évolutions. La zone grise, c'est-à-dire adresser les opérations de maintenance faites par d'autres personnes que les services techniques, et donc plutôt en mode exploit. L'articulation entre le LOTO et les autres normes, par exemple, et les autres règlements,
le règlement machine, donc tout ce qui est conception, etc., la gestion de crise, le management de la sécurité. Ça, c'est les grosses évolutions. Après, il y a un rebelotage du plan pour qu'il soit plus compréhensible. Est-ce que ce n'est pas le responsable QHSE qui doit être à l'initiative de ces actions et orienter les autres services? Alors, quelles actions? Je ne sais pas. Pendant la présentation. Donc En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est en tant que responsable QHSE, vous devez être conscient que ce risque est majeur. C'est un risque de faible occurrence et de forte gravité qui est difficile à maîtriser parce qu'il est complexe. Et pour des interventions techniques courtes, ne faut-il tout de même pas partir sur une neutralisation dite sur PLD ou E? Non, malheureusement, c'est... Alors, si ce qu'on fait est couvert en termes par la sécurité intrinsèque de la machine, oui, mais il faut s'en assurer, d'où l'analyse technique qu'on préconise de faire. Et une dernière question. Une dernière question. Alors, pour les couleurs des cadenas, on vous les remettra. On les remettra, oui, et puis ils sont dans la norme. Hein, après, vous faites ce que vous voulez, mais il faut que ça soit cohérent. C'est une norme... Attendez, je crois que c'est bon. Si une personne formée à la consignation est-elle compétente pour réaliser une consignation? Une personne formée à la consignation. Exemple, le responsable HSE. Alors, pour réaliser la consignation, non. Réaliser l'acte de consignation qui serait fermer les vannes, purger, etc. Bah non. Non, parce qu'en fait, ces manœuvres-là ont besoin d'un fond technique. Enfin, voilà, il faut être technicien du sujet pour ne pas faire de bêtises. Et un HSE, on ne peut pas lui demander d'être technicien de tout, quoi. Donc, alors tant mieux s'il l'est, hein, mais non, c'est pas. Les HSE vont plutôt être sur la méthode, la maîtrise, voilà, la culture et comportement, l'organisation, voilà. Et la visibilité qu'on donne de ce sujet-là dans l'entreprise. Ok. On va peut-être s'arrêter là. Oui. J'ai encore une question. Comment convaincre ma direction par rapport à l'application de la norme EN 17975? Eh bien, Guillaume, je vous propose de nous contacter et je viendrai leur expliquer. Enfin, blague à part, on le fait souvent dans les entreprises, c'est-à-dire que ce que vous avez vu là dans le webinaire, on en fait une version adaptée à votre contexte, parce qu'effectivement, il y a plein de choses à se dire. On est allé très vite. Je suis passé très vite sur la synergie qui est entre la sécurité et la performance industrielle. Ça lève souvent beaucoup de freins d'expliquer qu'en fait, on fait une démarche qui va permettre de gagner en TRS et en rencontre de résultats, en même temps qu'en sécurité, si on raisonne moyen terme et qu'on travaille correctement. Et ça, voilà, je ne peux pas le développer ici, mais ça attire l'oreille des comités de direction. Et quand vous avez les responsables Perfindus dans le CODIR pour être expert en lean management et en lean manufacturing et en TPM de mon côté aussi, ils comprennent bien ce que je suis en train de leur expliquer et ça va mieux. Et si des fois on n'a pas besoin de ça, on a juste besoin de faire prendre conscience du problème et d'expliquer, c'était un des points clés de notre recommandation, qu'il faut faire une démarche adaptée au contexte pour franchir une première marche dans la bonne direction. Il ne faut pas essayer de viser la Lune. C'est hors de portée. On peut progresser. Il faut intégrer ce risque dans l'équation. Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre. Merci à tous pour votre participation. Vous allez tous recevoir le replay. J'ai vu que certains ont demandé les slides, la présentation. Je vais voir avec Jean-Pierre ce qu'on peut vous envoyer. Et voilà. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. Sachant que je sais qu'il y en a qui ont demandé à être contactés. Mais voilà, vous pouvez nous contacter si vous avez la moindre question. Merci à tous et bon appétit. Merci, bon appétit, au revoir. Et désolé pour les soucis techniques.